Nous recevons son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement du Burkina Faso, le Dr Apollinaire Kyelem de Tombela. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, et merci de nous accorder cette interview. Bonsoir, madame. Alors tout d'abord, nous tenons cet entretien en hommage des journées économiques du Burkina Faso GEP qui se tiennent ici à Moscou. Quelles sont vos principales attentes en termes de ces journées et surtout concernant des partenariats économiques et des investissements? Mes attentes sont énormes. Parce que comme vous savez, il y a eu un changement politique au Burkina Faso le 30 septembre 2022. Depuis ce changement politique, avec à sa tête son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, il a décidé de changer de cap, de réorienter les relations du Burkina Faso d'une autre façon. Parce que on s'est aperçu que pendant longtemps, nous étions axés sur les mêmes partenaires, avec des résultats pas satisfaisants. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas essayer ailleurs? Et pour essayer ailleurs, qui d'autre que la Russie, qui est la grande puissance, qui fait contrepoids aux autres orientations. Donc voilà pourquoi le régime s'est orienté vers la Russie, pour faire de la Russie un partenaire stratégique, sur tous les plans, militaires, économiques, culturels. C'est la raison pour laquelle l'organisation de cette journée économique du Burkina Faso à l'extérieur a été retenue ici à Moscou. Donc nous attendons, n'est-ce pas, qu'à la suite des rencontres entre les hommes d'affaires, les opérateurs économiques burkinabés et leurs partenaires russes, chaque partie exprime ses besoins et que nous voyons dans quelle mesure nous pouvons nous compléter dans le cadre de nos relations économiques. D'accord, justement, vous avez parlé du fait que les journées économiques, les GEB, se tiennent ici à Moscou. À quel niveau, justement, ça place les relations entre la Russie et Ouagadougou, finalement? À un niveau très haut. À un niveau très haut. Comme j'ai eu à vous le dire, la Russie et le Burkina Faso sont en relation diplomatique depuis 1967. Mais on ne peut pas dire que ces relations étaient marquées d'une empreinte particulière. C'était des relations normales. Et jusqu'à la fermeture de l'ambassade de la Russie à Ouagadougou, après la dislocation de l'URSS. Et les relations diplomatiques ont été renforcées à partir de 2013, non? Quand on a ouvert notre ambassade ici. Mais quand le président Traoré est venu et qu'il a décidé de s'orienter vers la Russie, alors les rapports se sont accentués, donc sur tous les plans. Et en peu de temps, en moins de 2 ans, ce que nous avons obtenu comme résultat dépasse les attentes d'un côté comme de l'autre. En moins de 2 ans, l'ambassade de la Russie, qui était fermée au Burkina Faso, a été ouverte. Un ambassadeur de la Russie a été nommé. Une maison de la culture de la Russie à Ouagadougou a été ouverte dans l'attente d'un agrandissement. Il y a un projet, n'est-ce pas, d'ouverture, n'est-ce pas, d'une université numérique à Ouagadougou qui va rayonner, n'est-ce pas, sur toute la zone. Et il y a un projet, n'est-ce pas, de création d'une association de jeunesse internationale à Ouagadougou. Et j'en passe. C'est-à-dire que les projets n'en finissent pas. Ça montre, n'est-ce pas, la confiance, comme je viens de le dire, d'un côté et de l'autre. D'un côté, les Russes font confiance au nouveau régime au Burkina Faso. Et de l'autre, le nouveau régime au Burkina Faso fait confiance aussi à la Russie, qui est actuellement le seul partenaire à même de tenir tête dans la communauté internationale. En parlant justement de confiance mutuelle que les pays, que la Russie et le Burkina Faso ont, vous avez récemment reçu à Ouagadougou une délégation de Rosatom pour évaluer un potentiel projet nucléaire. À quel stade se trouve ce projet et pourquoi avez-vous fait le choix de l'entreprise Rosatom? Écoutez, peut-être que vous ne connaissez pas le Burkina Faso, mais nous avons un vrai problème de production énergétique. C'est insuffisant par rapport aux besoins du pays. Or, vous savez que l'énergie, c'est la base de tout. Sans énergie, on ne peut rien faire. Voilà, même conserver les aliments à la maison, sans énergie, le frigidaire ne fonctionne pas. Donc, notre chef d'État a réfléchi à comment remédier aux problèmes énergétiques au Burkina Faso. Et entre autres, il a pensé à l'énergie nucléaire. Et comme il sait que la Russie est un spécialiste en la matière,
Donc, il a voulu que les négociations s'entreprennent avec ce pays-là pour voir comment, dans les brefs délais, nous pouvons avoir une centrale énergétique. Mais il n'y a pas que l'énergie nucléaire seulement. On explore aussi dans le cadre de l'énergie hydroélectrique. Comme vous avez vu, n'est-ce pas, on a exposé ça ce matin. Donc, nous avons beaucoup de projets hydroélectriques. Et on voudrait aussi que s'il y a des entreprises russes qui peuvent nous aider à les mettre en marche, alors qu'elles viennent. Il y a aussi des projets, n'est-ce pas, d'énergie thermique, voilà, et des projets d'énergie solaire pour connecter tout le réseau et faire en sorte que nous soyons autosuffisants en matière énergétique et au besoin que nous puissions en exporter. Donc voilà la raison pour laquelle une centrale nucléaire civile est importante pour nous. Et les négociations sont en cours. Et je crois qu'il y a déjà un projet d'envoyer des étudiants burkinabés ici pour leur formation. Et des experts russes sont déjà venus au Burkina Faso pour explorer les terrains. Et nous pensons que les choses sont sur la bonne voie et que d'ici peu, ce projet sera réalisé. Alors, parlons des entreprises burkinabées, parce que les journées économiques du Burkina Faso, c'est aussi faire la promotion des valeurs économiques du Burkina Faso. Comment comptez-vous renforcer la présence des entreprises du Burkina Faso ici en Russie? Et finalement, quels sont les secteurs les plus prometteurs dans ces domaines? Oui, c'est la raison pour laquelle je suis venu avec une forte délégation d'opérateurs économiques du Burkina Faso ici. Donc, ils vont venir sur place, tâter le terrain et puis voir. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y a des produits du Burkina Faso qui intéressent beaucoup les Russes, notamment les produits agroalimentaires. Nous avons, par exemple, nous sommes un grand producteur de mangue. Et il semble que nos mangues sont très appréciées ici en Russie, et notamment les mangues séchées. Nous sommes un grand producteur d'anacarde. Et il paraît que les Russes aiment aussi l'anacarde. Nous sommes un grand producteur de sésame. Et il paraît que cela aussi est très apprécié ici. Sans compter que nous produisons beaucoup de coton. Voilà, donc même s'il y a des productions de coton ici, je ne sais pas, vous pouvez compléter votre production avec le coton du Burkina Faso. Et sans oublier que vous pouvez aussi venir implanter des industries de transformation du coton sur place au Burkina Faso. C'est ce que nous cherchons. Parce que nous n'arrivons pas à transformer toute la quantité de coton que nous produisons. Donc actuellement, nous cherchons des industries de transformation des produits du coton. On a mis en place certaines industries, mais elles ne vont pas absorber toute la quantité de coton produite. Donc s'il y a des Russes qui sont intéressés pour venir mettre en place des industries textiles au Burkina Faso qui vont travailler à partir du coton burkinabé, elles sont les bienvenues. Donc le Burkina Faso a beaucoup de produits à offrir. Nous sommes aussi un grand pays d'élevage. Nous sommes un pays d'élevage. Et dans ce cas-là aussi, nous avons des problèmes de transformation. Parce que le bétail, généralement, on l'exporte sur pied. Est-ce que vous voyez? Dans les pays voisins. Et même jusqu'au Nigeria. Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Quand l'animal sort sur pied, c'est une perte pour nous. Parce que le cuir s'en va aussi à l'extérieur et nous ne pouvons pas le garder pour le transformer. Et sans oublier que l'animal qui part à l'extérieur, ça ne se conserve pas. Et il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc nous voulons pouvoir transformer sur place ce bétail-là et avant de le commercialiser et éventuellement même pouvoir en conserver dans notre propre pays pour des usages ultérieurs. Donc vous voyez que ce que le Burkina Faso peut offrir à la Russie, c'est innombrable. Sans oublier les potentialités en matière minière. En matière minière. Et nous offrons aussi, il y a d'autres potentialités en matière de construction ferroviaire. Vous savez que dans le cadre de la Confédération des États de l'AES, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, parce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont actuellement en confédération et nous tendons vers une fédération. On va réaliser une fédération entre les trois pays. Il faudra réaliser les trois capitales par route, autoroute et par chemin de fer. Donc ça aussi sont des opportunités, des potentialités sur lesquelles nous pouvons discuter avec nos partenaires et voir dans quel cadre chacun peut intervenir. Alors, nous reviendrons justement sur la Confédération des États du Sahel. Mais avant, j'aimerais revenir sur l'exploitation des mines. Le président Ibrahim Traoré, dans une interview, il a tout récemment évoqué le fait que le Burkina Faso était justement en train de retirer des permis d'exploitation des mines aux
entreprises étrangères. Quel est votre regard sur ce sujet? Pour ça, il faut comprendre le président. Vous savez, nous sommes actuels. Le problème fondamental actuellement au Burkina Faso, c'est le terrorisme. C'est lutter contre le terrorisme. C'est ça même qui a amené le président Ibrahim Traoré au pouvoir. Alors, nous ne pouvons pas comprendre que des entreprises étrangères soient au Burkina Faso. Ils exploitent notre or, protégés par nos soldats. Et qu'en même temps, leur pays d'origine, non seulement refuse de nous vendre des armes, mais bloque les armes que nous achetons. Voilà le vrai problème. Avec quoi vous voulez que nous protégions vos ouvriers, vos entreprises contre les terroristes? Bon, c'est comme si ils étaient complices des terroristes. Alors donc, c'est ça, tout ça qui a amené, n'est-ce pas, à réexaminer le projet des permis d'exploitation. Alors, les pays de l'AES ont annoncé le lancement de plusieurs satellites en partenariat avec Roscosmos. Ce projet intervient en réponse aux défis de souveraineté, de sécurité, de développement de la région. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet, son importance également pour le Burkina Faso? Mais vous êtes journaliste. Vous savez, c'est l'importance de l'information. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Vous savez que ce qui caractérise les pays de l'AES, c'est la souveraineté. Nous voulons retrouver notre souveraineté, qui a été bafouée depuis longtemps. Vous ne pouvez pas être souverain si vous ne contrôlez pas votre information. Si vous ne contrôlez pas l'information qui sort de chez vous, l'information qui entre chez vous. Et nous avons longtemps été victimes de cela. Je pense que même de grands pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, ont un certain contrôle sur l'information qui entre chez eux et qui sort de chez eux. Et nous ne pouvons pas être tributaires non plus, toujours tributaires, des instruments de nos adversaires. Ceux-là même qui veulent nous dominer et qui viennent, n'est-ce pas, avec leurs satellites, etc., nous ne pouvons pas être tributaires d'eux seuls. Il faut que nous allions vers des partenaires que nous estimons sérieux, envers qui nous avons confiance, envers qui nous voulons, nous savons qu'ils peuvent nous accompagner dans le cadre de notre politique de souveraineté. Voilà pourquoi ce projet-là est en train d'être négocié avec la Russie. Alors, vous avez déjà évoqué le fait qu'il y a une confédération des États du Sahel qui a été créée et on sait que le Sahel a connu énormément de changements il n'y a pas longtemps. Quels sont les principaux défis que l'AES et la Confédération des États du Sahel doivent relever pour assurer la paix et la prospérité dans le Sahel? Et comment envisagez-vous le rôle des partenaires internationaux pour, bien sûr, vous soutenir? Le principal défi, c'est-à-dire, il y a plusieurs défis, mais le principal défi, c'est la sécurité. D'ailleurs, ce qui a amené la constitution de la Confédération de l'AES, c'est le besoin d'unir nos efforts pour lutter contre le terrorisme, qui a été suscité sur le plan international pour affaiblir nos États. Nous nous sommes rendus compte qu'avant qu'il y ait la Confédération de l'AES, par exemple, quand vous pourchassiez des terroristes, ils partaient se réfugier dans un autre pays voisin. Et vous n'avez pas le droit de poursuite. Donc, vous savez, il est entré dans le pays voisin, vous les voyez entrer, mais comme c'est un pays étranger, vous ne pouvez pas le poursuivre là-bas. Et pendant longtemps, on a eu ce problème avec le Niger. Avant l'avènement du président Tiani, le 26 juillet 2023. Donc, c'est ce qui a amené les trois pays à se rendre compte que tout seul, chacun ne peut pas venir à bout du terrorisme. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'il y ait un droit de poursuite sur les terroristes. S'ils sont au Burkina Faso et que nous les poursuivons, qu'ils entrent au Mali, que nous ayons la possibilité d'entrer en territoire malien pour les poursuivre. Et vice-versa. Avec le Niger aussi, la même chose. Donc, nous avons compris qu'il fallait se mettre ensemble, conjuguer nos efforts pour mettre fin à ce terrorisme-là. Et donc, en le faisant, on s'est aperçu aussi que il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin, puisque de toutes les façons, non seulement nous avons la même préoccupation qui est la lutte contre le terrorisme, mais nous avons la même orientation politique au niveau de ces trois États. Donc, autant se mettre ensemble pour envisager l'avenir en commun. Voilà ce qui a amené la création de l'Alliance des États du Sahel. Alors, vous embrayez déjà sur ma prochaine question en parlant d'avantages communs, autant pour moi. Quels sont les autres avantages que représente l'Alliance ou la Confédération des États du Sahel pour le Burkina Faso? Écoutez, je pense que c'est assez évident. Quand vous prenez le Mali, le Burkina et le Niger, vous avez plus de 2 millions
700 000 km². Ça fait un vaste État. Vous avez près de 80 millions d'habitants. Ça, à peu près la moitié de la population russe. Vous voyez que ce n'est pas négligeable. Vous avez au moins 3 aéroports internationaux. À Niamey, à Ouagadougou, à Bamako, avec un autre grand aéroport international en voie d'achèvement à Ouagadougou, dans le village de Doncin. Et vous avez, n'est-ce pas, des structures économiques complémentaires. Quand vous prenez la production de coton du Mali, du Burkina et du Niger et que vous mettez ensemble, ça fait une grande force. Quand vous prenez la production d'or du Mali, du Burkina et du Niger, ça fait une grande quantité. Quand vous prenez la production de bétail de ces 3 pays, c'est innombrable. Donc, en mettant ensemble nos atouts, la Confédération des États du Sahel peut devenir une grande puissance, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Alors, la Confédération des États du Sahel a tout récemment écrit au Conseil de sécurité de l'ONU pour bien évidemment citer le soutien de Kiev aux rebelles de la région. Quelle est la position du Burkina Faso sur ces sujets et cette volonté finalement de faire tronc commun? Est-ce que on peut dire que c'est une façon de changer la donne sur la scène diplomatique internationale? D'abord, par rapport à l'Ukraine, je vais vous dire une chose. Pourquoi les Ukrainiens ont commencé à soutenir les terroristes dans notre région? C'est pour faire mal à la Russie. Parce qu'ils savent que les Russes ont une coopération militaire et en matière de sécurité avec les 3 pays. Et donc, en voulant s'en prendre à nos États, ils cherchent à affaiblir la Russie. Est-ce que vous avez vu? Et en cherchant à affaiblir la Russie, ils vont en pacte avec nos ennemis qui sont les terroristes. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, nous ne pouvons que nous allier à la position du Mali, car qui s'attaque au Mali, s'attaque au Burkina Faso et s'attaque au Niger. Donc, en s'attaquant aux soldats maliens via les terroristes qui entrent au Mali, l'Ukraine s'attaque en même temps à notre pays. C'est comme ici en Russie. Si quelqu'un s'attaque à une république autonome de la Russie, c'est toute la Russie qui est en cause. C'est la même chose chez nous. Donc, en s'attaquant aux soldats maliens, c'est comme si ils s'attaquaient au Burkina Faso et au Niger. Donc, nous faisons cause commune avec les autorités du Mali et nous condamnons fermement l'intrusion de l'Ukraine dans notre pays. L'Ukraine n'a qu'à régler ses propres problèmes d'abord dans son pays. Voilà. Voilà la position du Burkina Faso. La deuxième question, c'était quoi? La deuxième question, c'était cette façon de faire tronc commun avec les États du Sahel. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une nouvelle donne sur la scène Ah oui, c'est une nouvelle donne sur le plan sous-régional, sur le plan régional africain et sur le plan international. Vous savez que nous avons été colonisés par la France, qui n'a jamais vraiment accepté l'indépendance réelle de nos pays, qui gouverne toujours à travers nos élites en sous-main. Donc nous voulons maintenant pouvoir nous occuper de nous-mêmes, gérer nos propres affaires. Et face à ça, la France est réfractaire. Est-ce que vous avez vu? Et vous avez suivi ce qui s'est passé lors du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger? Comment a été la réaction de la France, qui a voulu instrumentaliser la CEDEAO pour qu'on aille attaquer le Niger et rétablir l'ancien président qui était un partenaire favorable à la France. Donc nous ne pouvons pas supporter des choses comme ça. Que les Français gèrent leurs affaires. Nous ne nous immisçons pas dans les affaires de la France. Donc nous ne voulons pas que la France s'immisce dans nos affaires. Contrairement à ce qui se passe ici en Russie, où on traite d'égal à égal. Voilà. Donc, les Russes nous respectent et nous respectons les Russes. Ça, ce n'est pas le cas avec les pays occidentaux. Donc, nous voulons, n'est-ce pas, au niveau de la sous-région, montrer qu'il y a une nouvelle donne. Nous prenons notre destin en main. Notre destin n'est plus subjugué aux caprices d'une puissance étrangère. Voilà. Et au niveau de l'Afrique, nous voulons montrer que c'est possible. Il est possible de se libérer. Il est possible de prendre son destin en main. Il suffit d'avoir la volonté et le soutien de son peuple. Ça, c'est au niveau de l'Afrique. Au niveau international, nous voulons contribuer à l'instauration d'un nouvel ordre politique et économique. Donc, vous savez qu'actuellement, la Charte des Nations Unies est interprétée à volonté
par certains États qui se permettent de tout faire au nom de la charte, qu'ils interprètent à leur façon. Nous voulons que la charte soit interprétée dans son esprit. Parce que la charte a été écrite au nom des peuples des Nations Unies. Donc nous voulons que la charte soit interprétée au nom de l'intérêt des peuples des Nations Unies. Et donc nous sommes pour une lecture de la vérité de la charte, pour que la charte soit lue et interprétée dans son esprit, et non pas malmenée selon les caprices des uns et des autres. Il y a un certain nombre de pays qui sont constitués et qui œuvrent pour cela, pour amener au respect de l'esprit de la Charte des Nations Unies. Alors, parlons des Nations Unies, Monsieur le Premier ministre. Tout récemment, à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, plusieurs pays africains ont justement abordé le fait qu'ils voulaient que l'Afrique ait des places permanentes au Conseil de sécurité de l'ONU. Pensez-vous que si l'Afrique ou les pays africains ont des places à l'ONU avec droit de veto, ça pourra changer la donne sur le plan des relations diplomatiques internationales? Au Conseil de sécurité, les grandes décisions se font à ce niveau-là. Et quand ceux qui disposent du droit de veto ne sont pas d'accord, même si ça va dans le bon sens, ils mettent leur veto et puis ça bloque. Mais alors que, si vous remarquez, l'Afrique, c'est le deuxième continent le plus vaste au monde, après l'Asie. Et c'est un continent également très peuplé. Un continent d'avenir où il y a la jeunesse. Un continent où les ressources ne sont pas encore bien exploitées. Et malheureusement aussi un continent où il y a beaucoup de conflits, oui, beaucoup de déplacés, etc. Donc nous ne comprenons pas pourquoi de grandes décisions peuvent se prendre sans que l'Afrique n'y participe avec un droit de veto. Donc nous sommes d'accord. Et moi-même personnellement, en tant que chercheur, je fais des écrits en la matière où je préconisais depuis près d'une vingtaine d'années que l'Afrique devrait avoir un droit de veto. Et moi, je pense que je préconisais même 3 pays. Et je les avais identifiés, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. Maintenant, je rectifie avec la nouvelle donne. Et je pense qu'on ne peut pas constituer, on ne peut pas donner un droit de veto à l'Afrique en excluant la Confédération des États du Sahel. Donc la Confédération des États du Sahel doit avoir un droit de veto aux Nations Unies. Parce que si vous remarquez, ce sera le territoire le plus vaste du continent africain et l'un des territoires les plus peuplés et l'un des territoires avec le plus de potentialité, le plus d'avenir. Donc on ne peut pas donner un droit de veto à l'Afrique en ignorant la Confédération des États du Sahel. Donc nous pensons que dans le cadre de cette réforme-là, il faudra en tenir compte, ou alors ce Conseil de sécurité sera bloqué. Alors, parlons à présent des BRICS. Monsieur le Premier ministre, le sommet des chefs d'État des BRICS aura lieu à Kazan cette fin du mois. Et vous avez justement exprimé le besoin pour votre pays de rejoindre ce groupe des BRICS, ce groupe émergent des BRICS. Quelles sont aujourd'hui les principales motivations pour le Burkina Faso pour bien évidemment adhérer aux BRICS et comment cela s'aligne-t-il avec votre vision du commerce international plus équitable? Ben, les principales motivations, c'est quoi? On est bien avec les amis. Hein? On se trouve bien avec les amis, non? Les BRICS se constituent de qui? Vous avez la Russie, et nous sommes en bon terme avec la Russie. Vous avez la Chine, nous sommes en très bon terme avec la Chine. Vous avez le Brésil, nous avons de bons rapports avec le Brésil. L'Afrique du Sud, c'est la même chose. L'Inde, nous sommes en très bon terme avec l'Inde. Ce sont nos amis. Donc c'est tout à fait normal que nous cherchions à le rejoindre. Ou bien, vous ne voulez pas être avec vos amis, vous? Ah, voilà. Donc, la raison est simple. Nous avons la même vision. La raison pour laquelle moi je suis ici à Moscou, c'est quoi? On a la même vision. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous défendons les mêmes causes. Donc c'est tout à fait normal que nous souhaitions rejoindre les BRICS pour être avec nos amis. Voilà. Maintenant, quant aux attentes, comme je vais dire, vous savez qu'actuellement le monde est dominé par le dollar et puis l'euro. Et donc c'est eux qui contrôlent le commerce international, les circuits économiques. Nous pensons que pour plus de justice, il faut équilibrer. Et nous pensons que les BRICS viennent pour ce rééquilibrage-là. Et donc tout ce qui peut contribuer à plus de justice, nous sommes preneurs. Voilà l'intérêt économique
qui nous pousse à vouloir rejoindre les BRICS. Alors, quels seraient les arguments que le Burkina Faso mettra en avant pour justement adhérer au groupe des BRICS? Économique et politique. Politique parce que nous partageons les mêmes valeurs et la même vision, comme je vous ai dit. Voilà. Économique parce que le Burkina Faso est dans une dynamique de reconstruction et aussi dans une dynamique de fédération avec 3 grands pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, qui dit Burkina Faso, dit Mali, dit Niger, et ainsi de suite. Donc, c'est une grande perspective qui s'offre. Et avoir, n'est-ce pas, au sein des BRICS, un grand espace comme la Confédération des États de l'AES, c'est un atout aussi pour les BRICS. Voilà. Et c'est des potentialités d'investissement, des potentialités de transaction. Donc, je pense que d'un côté comme de l'autre, on a tous intérêt à aller ensemble. Alors, Monsieur le Premier ministre, pour sortir de cet entretien, j'aimerais vous poser la question de savoir que vous, en tant que Premier ministre du Burkina Faso qui est en Russie, quels sont vos espoirs pour l'avenir des relations entre nos 2 pays et quel message souhaiteriez-vous donner au peuple russe, burkinabé, mais surtout africain en général? Bon, comme j'ai déjà eu à le dire, mes espoirs, c'est un renforcement de la coopération entre nos 2 pays. Coopération qui ne se limite pas à la coopération d'État à État, mais qui va s'étendre à la coopération d'individu à individu, d'entreprise à entreprise. C'est la raison pour laquelle, parmi ceux qui sont venus ici, il y a des hommes d'affaires particuliers, comme il y a des chefs d'entreprise qui sont là. Parce que le rapport d'État à État n'implique pas trop les peuples. Et nous voulons des rapports qui impliquent les peuples. Et comme j'ai eu à le dire, peut-être que vous n'êtes pas encore venu au Burkina Faso. Ah, ok. Si vous venez au Burkina Faso, ces derniers temps, vous allez voir les drapeaux russes un peu partout. Ce n'est pas le gouvernement qui a dit de faire. C'est de façon spontanée que les jeunes sont sortis, mettre les drapeaux russes aux côtés des drapeaux des pays de l'AES. Et ça se poursuit. Chaque jour, il y a des carrefours que les gens créent où ils mettent les drapeaux, etc. C'est pour dire l'attente que ces jeunes-là attendent dans les relations entre nos pays et puis la Russie. Et c'est pour dire que ces jeunes-là veulent aussi des relations charnelles, pas seulement des relations d'État à État, mais des relations de peuple à peuple. Et donc nous sommes là pour travailler dans ce sens, afin que nous puissions améliorer encore davantage nos rapports et faciliter le contact entre les peuples russes et les peuples de l'Alliance des États du Sahel. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, d'avoir